dans le chaos incessant de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, la voix irritée d'un homme d'affaires retentit, tranchant dans le vacarme général. A-t-il quelqu'un ici qui parle arabe? Quelqu'un? Un silence se fit, seulement troublé par l'écho des annonces de vol, jusqu'à ce qu'un jeune garçon à l'allure frêle, portant des claquettes usées, lève une main hésitante. Moi, je le parle, monsieur. Une hilarité condescendante saisit les 3 millionnaires en costume qui l'entouraient, se gaussant de sa pauvre apparence. Cependant, avant qu'il n'ait pu les conduire, une agente d'entretien s'interposa, son chariot produisant un léger cliquetis sur le marbre. « Votre rire ne vient que de ce que vous voyez, ces habits, dit-elle d'un ton posé mais tranchant. Ce que je vois, moi, c'est son potentiel. Et le potentiel n'a pas besoin d'un costume 3 pièces. » Ils l'ignorèrent avec dédain, mais le garçon, imperturbable, prit la parole en arabe. Sa maîtrise était telle, sa diction si parfaite, que tout le terminal sembla suspendu à ses lèvres. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur existence était sur le point d'être irrémédiablement changée par cette rencontre. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Nous redonnons une voix aux récits oubliés, à ces mémoires chargées de la sagesse d'une vie. Permettez-moi de vous conter cette histoire dès son origine. Lucas, âgé de 12 ans, avait pour domicile l'aéroport de Roissy-CDG. C'est un fait. Il s'aménageait des lieux de sommeil dans des zones retirées, utilisait les sanitaires publics pour sa toilette, et gagnait de quoi vivre en vendant des bonbons aux passants. Il bénéficiait de la discrète complicité de quelques employés bienveillants, qui lui fournissaient de quoi se nourrir. Lucas, cependant, n'était pas un enfant comme les autres. À l'heure où ses contemporains s'adonnaient aux jeux vidéo, il s'initiait à l'arabe auprès d'un réfugié syrien, au russe avec une vendeuse d'artisanat, au mandarin en échangeant avec des touristes chinois, et perfectionnait son anglais grâce aux livres récupérés dans les poubelles. Le garçon était doté d'un don, d'une intelligence vive dans un corps menu, dissimulé sous des vêtements élimés et des sandales bon marché. Il était un observateur attentif, une oreille curieuse, un esprit absorbant. Un talent brut que personne ne reconnaissait. Jusqu'à ce fameux jour. C'était un mardi écrasé par la chaleur. Lucas se trouvait dans la zone d'embarquement international lorsqu'il avisa un groupe d'hommes vêtus avec une élégance ostentatoire. Costume sur mesure, montre au prix d'une voiture, fragrance puissante. Au milieu d'eux, un homme de haute taille, aux cheveux poivre et sel, dégageait une autorité naturelle. Il s'agissait de Stéphane Dubois, le milliardaire à la tête d'un empire de l'aviation privée. Lucas s'avança, lui présentant sa modeste boîte de confiserie. « Bonbons, monsieur ?» 2 € seulement. Stéphane Dubois le dévisagea avec un mépris glacial. « Va-t'en, gamin. Je n'ai pas le temps. » Ses acolytes ricanèrent. L'un d'eux, affublé de lunettes noires en intérieur, commenta avec arrogance, « Quelle plaie, ces gosses des rues. Il n'y a donc pas de sécurité ?» Lucas allait partir, résigné, quand il surprit une bribe de la conversation téléphonique de Stéphane Dubois, empreinte d'une grande nervosité. « Que voulez-vous dire par le traducteur ne peut pas venir? Mon rendez-vous avec les investisseurs est dans 1 heure. C'est un contrat de 500 millions d'euros pour développer notre flotte. » Son associé, Blême, ajouta, « Stéphane, si nous ne signons pas aujourd'hui, la concurrence s'emparera du marché. C'est notre fin. » Stéphane mit fin à l'appel d'un geste sec et lança à la cantonade, « Quelqu'un parle arabe ici? N'importe qui ?» Le silence se fit de nouveau. Lucas s'avança. « Moi, je parle arabe. » Tous les visages se tournèrent vers lui. Stéphane Dubois partit d'un grand éclat de rire. « Ah, oui, bien sûr. Le petit vendeur de bonbons parle arabe. Disparaît, gamin. On a des choses sérieuses à faire. » Les autres rirent de plus belle. C'est alors que Monique, la femme de ménage, qui avait assisté à la scène, s'approcha pour le défendre. « Vous riez parce que vous ne jugez que par l'apparence. Moi, je vois un talent. Et le talent n'a que faire des vêtements de marque. » Son intervention fut vaine face à l'arrogance du groupe. Lucas la remercia du regard, puis fixa Stéphane Dubois droit dans les yeux et articula, dans un arabe d'une pureté cristalline, « Monsieur ferait peut-être bien d'écouter avant de porter un jugement. Je maîtrise l'arabe, l'anglais, le russe, l'espagnol et le mandarin. Si un traducteur vous est nécessaire, je suis votre homme. Ce sera 1 000 €.
Le silence qui s'ensuivit fut un silence de choc. L'un des associés chuchota, c'était. C'était vraiment de l'arabe? Stéphane Dubois fronça les sourcils, partagé entre l'irritation et une curiosité nouvelle. Tu te paies ma tête, gosse? Absolument pas, monsieur. Un réfugié qui dort près de la porte 42 me l'a enseigné. Mettez-moi à l'épreuve si vous doutez. Mais si je réussis, les 1000 € me sont dus. Et j'exige d'être traité avec respect pendant la réunion. Stéphane croisa les bras, piqué au vif. D'accord. Prouve-moi que tu ne récites pas une poésie. Un quart d'heure plus tard, les investisseurs firent leur entrée. Le groupe était dirigé par Nicolas Laurent, un Français à la tête d'un des plus puissants fonds souverains du Moyen-Orient. Son allure imposait le respect, celle d'un homme habitué à manipuler des fortunes colossales. Stéphane l'accueillit, tendu. Monsieur Laurent, quel honneur. Notre traducteur a eu un contretemps de dernière minute, mais nous avons pu lui trouver un remplaçant. Le regard acéré de Nicolas Laurent se posa sur Lucas. Cet enfant? En effet, monsieur. Sans crier gare, Nicolas Laurent posa une question en arabe, une phrase complexe et technique, un véritable test. Lucas répondit instantanément, avec la même précision et un accent parfait. Les yeux de l'investisseur s'agrandirent. Il enchaîna en russe. Lucas répondit. Puis en mandarin. Lucas répondit à nouveau, imperturbable. Un sourire franc se dessina sur les lèvres de Nicolas Laurent. Ce garçon est un phénomène. Où l'avez-vous déniché, Stéphane? Il a offert ses services. Alors payez-le. Tout de suite. Ce ne sera pas la peine, monsieur, coupa Lucas en arabe. Je n'accepterai mon paiement qu'à la fin de notre mission. Je tiens à démontrer ma valeur par le travail. Nicolas Laurent laissa échapper un rire sonore. Intégrité et modestie. Ce garçon a plus de valeur que bien des adultes que je côtoie. Allons-y. La réunion se déroula dans un salon VIP. Assis entre les deux hommes, Lucas traduisait chaque échange avec une compétence remarquable. Il ne faisait pas que traduire les mots, il en saisissait le sens profond. Que Nicolas évoque les marges de profit, les leviers financiers ou les plans de vol internationaux, Lucas restituait l'information avec une clarté et une exactitude sans faille. Soudain, la discussion prit un tour inattendu. Nicolas Laurent cita un nom, Sandrine Martin. Elle a été votre employée il y a longtemps, n'est-ce pas, Stéphane? Le visage de Stéphane devint cireux. Oui, elle était ma traductrice. L'une des meilleures. Elle m'a été d'une grande aide sur un contrat. Nicolas poursuivit. Elle a sauvé ma fille. Il y a eu un accident, et Sandrine était présente. Elle a servi d'interprète à l'hôpital et est restée à ses côtés jusqu'à mon arrivée. Jamais je n'ai oublié son geste. Qu'est-elle devenue? Un silence de mort envahit la pièce. Lucas avala sa salive. Elle est morte. Tous les regards se fixèrent sur lui. Comment sais-tu cela? S'enquit Nicolas. Parce qu'elle était ma mère. L'atmosphère du salon devint glaciale. Lucas continua, la voix assurait bien que ses yeux brillassent. Ma mère, Sandrine Martin, a travaillé 3 ans pour Monsieur Dubois. Elle était sa meilleure interprète. Jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Il l'a licenciée sur le champ, arguant qu'un enfant serait un obstacle à sa carrière. Il l'a mise à la porte, enceinte de 6 mois, sans aucune compensation. Stéphane était blanc comme un linge. Attends une minute. Tu es donc votre fils. Le souffle manquait dans la pièce. Lucas exhiba un document plié. Mon certificat de naissance. Nom du père, Stéphane Dubois. Ma mère m'a toujours dit la vérité à votre sujet. Stéphane s'affaissa dans son fauteuil, comme frappé par la foudre. J'ignorais tout. Elle ne m'a jamais rien dit. Elle a pourtant essayé. Vous avez fait bloquer son numéro et donné l'ordre à la sécurité de lui refuser l'accès. Le jour où elle a enfin pu vous approcher, vous lui avez répondu que son problème ne vous concernait pas. Nicolas Laurent se mit debout, le visage dur. Est-ce exact, Stéphane? Stéphane tremblait. J'étais quelqu'un d'autre. J'étais imbu de moi-même, égoïste. Je ne m'en souvenais plus.
Elle est décédée il y a 2 ans, reprit Lucas. Elle a continué à travailler malgré la maladie, à faire des ménages, car personne ne voulait d'une traductrice que vous aviez salie. Vous avez brisé sa carrière. Elle est morte dans la misère, à bout de force, mais en me disant chaque soir que j'étais exceptionnel, que je devais m'instruire, et que je pouvais être un homme meilleur que vous. Nicolas posa une main réconfortante sur l'épaule de Lucas. Tu es le digne fils de ta mère. Brillant, courageux, intègre. Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Stéphane. Je suis impardonnable. Lucas essuya ses propres larmes. Je ne suis pas venu chercher des excuses. Je suis venu pour un travail. Continuons. Et il mena la réunion à son terme. Pendant les 3 heures suivantes, Lucas fut bien plus qu'un simple traducteur. Il fut le sauveur de l'accord. Il décela une clause abusive dans le contrat, repéra une erreur de calcul que les experts avaient omise, et proposa une optimisation des routes qui augmenterait la rentabilité de 15%. À la fin, Nicolas Laurent se leva et l'applaudit. Stéphane, la chance vous a souri. Ce garçon est un prodige. Je n'investirai dans votre société que si vous le reconnaissez officiellement comme votre fils, avec toutes les obligations légales que cela implique, éducation, logement, et un avenir assuré. Stéphane se tourna vers Lucas. L'accepterais-tu? J'ai 3 conditions, répondit Lucas. D'abord, mes 1000 euros. C'est le prix de mon travail. Ensuite, un document officiel attestant de mon rôle dans cette négociation. Enfin, je veux connaître toute la vérité sur le traitement que vous avez infligé à ma mère. Tu auras tout cela, jura Stéphane. Nicolas sourit. J'ajoute ma propre proposition, Lucas. Une bourse d'études complète à Genève. Logement, éducation de haut niveau, formation de dirigeant. Je t'offre un poste à mes côtés. Lucas secoua la tête. Je vous remercie, monsieur Laurent, mais je ne cherche pas une prison dorée. Je veux rester ici et voir si mon père est capable de changer. S'il le prouve par ses actions, et non par ses paroles, alors nous pourrons envisager de bâtir une relation. Nicolas rit, plein d'admiration. Malin et plein de sagesse. Tu es promis à un grand avenir, jeune homme. Le contrat de 500 millions d'euros fut signé. Lucas empocha ses 1000 euros en liquide, et Stéphane passa un appel qui fit la une des journaux. Je suis en rendez-vous avec mon fils. Mais l'épisode n'était pas clos. 1 heure plus tard, Valérie Leclerc, la femme de Stéphane, fit une entrée fracassante à l'aéroport. Alertée par les médias, elle était hors d'elle. Accompagnée d'avocats et de ses 2 fils, Léo, 15 ans, et Louis, 13 ans, elle avait le visage de celle qui vient déclarer la guerre. Stéphane, que signifie cette abomination que je lis en ligne? Tu aurais un bâtard? Stéphane prit une grande inspiration. Valérie, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Ton infidélité? Et tu oses reconnaître ce gosse? Lucas restait à l'écart, impassible. Léo et Louis, eux, l'observaient avec intérêt. Nicolas intervint. Madame, sauf votre respect, ce gosse vient de sauver l'entreprise de votre mari. Et il est son fils, acte de naissance à l'appui. Valérie allait exploser, mais Léo la coupa. Maman, attends. Je veux qu'il nous raconte son histoire. Louis approuva. Moi aussi. Lucas leur raconta tout, Sandrine, la vie à l'aéroport, l'apprentissage des langues, sa détermination. À la fin de son récit, Léo lui tendit la main. Tu es un type génial. Si mon père a merdé, il doit t'assumer. Louis enlaça Lucas. Tu es mon frère. Je serai de ton côté. Valérie, défaite, quitta les lieux, furibonde. Stéphane, lui, resta. Il fit procéder à un test de paternité qui ne fit que confirmer les faits. Puis, on retrouva une lettre parmi les effets personnels de Sandrine. Elle disait, Stéphane, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là, et c'est bien ainsi. Je t'ai aimé. Tu as un fils extraordinaire, Lucas. Il a ton intelligence et ma ténacité. Fais en sorte qu'il ne grandisse pas dans la haine de toi. Deviens l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Non pour moi, mais pour l'amour que tu lui dois. Je t'ai toujours aimé, et j'aimerai éternellement notre fils. Sandrine.
Stéphane s'effondra en larmes en lisant la lettre, comprenant enfin la portée de ses actes. Avant de partir, Lucas alla trouver Monique pour la remercier de son soutien indéfectible. Elle était émue aux larmes, heureuse et fière pour lui. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et préparez-vous à un dénouement poignant. 3 mois plus tard, Lucas fréquentait les meilleures écoles. Il avait un foyer, des vêtements, tout ce dont il avait besoin, mais surtout, une famille. Léo et Louis étaient devenus des frères protecteurs. Stéphane apprenait, jour après jour, à être un père. Et Lucas pouvait enfin cesser d'être invisible. Lorsqu'on lui demandait le secret de sa réussite, il répondait « Je n'ai pas gagné parce que j'étais le plus fort, mais parce que je n'ai jamais permis à quiconque de décider de ma valeur. » Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous lisez, et à très bientôt pour un nouveau récit.